après avoir vu un certain nombre de profils représentatifs de l'humanité ce matin, je crois qu'on a vu d'abord les idiots, qui disaient que la bêtise était la chose la mieux partagée du monde. On a vu les manipulateurs, un grand manipulateur. On a vu les naïfs, Monsieur Bonenfant, c'est ça? On a vu les faux enquêteurs, hein, ça j'avoue que c'est intéressant. On a vu les durs, les magistrats de la chambre criminelle, hein. Donc maintenant, on va voir avec Antoinette, donc, qui est associée chez EY, quels sont les profils qu'on peut trouver dans le cadre des enquêtes dites forensiques. Et on va comprendre, pour la majorité d'entre vous qui n'êtes peut-être pas des spécialistes du sujet de forensique, hein, l'importance de l'appui effectivement des spécialistes du forensic. Encore une fois, la traduction n'est pas simple en français, mais Antoinette a sûrement aussi des éclairages à nous donner sur le sujet. Voilà, the floor is yours. Vous m'entendez? Oui. Donc Antoinette Gutiérrez-Crespin, donc je suis forensic auditeur. C'est un animal bizarre que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà. En fait, ce mot ne se traduit pas en français. Si on traduisait, ce serait médecine légale. Donc franchement, si vous regardez dans un dictionnaire, ça ne parle pas. En fait, le mot qu'il faut retenir derrière, c'est les faits. Donc un forensic auditeur a pour objectif de chercher des éléments factuels et surtout de ne pas les interpréter. Donc il n'y a rien de plus barbant qu'un rapport forensique parce que les qualifications, quelles qu'elles soient, elles ne sont pas dedans. Donc frauduleux, délictueux, machin, ça n'existe pas dans un rapport forensique. Il y a non-conformité à la procédure. Parfois, le mot irrégulier quand même peut apparaître, parce que en comptabilité notamment, ou contraire aux bonnes pratiques. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Donc c'est assez frustrant quand on n'a pas l'habitude. Et en cela, ça va être très différent d'un rapport d'audit interne, où bien souvent, on va avoir des choses très conclusives. On va voir pourquoi en fait le rapport forensique ne conclut pas. Je vous propose donc de partager un cas pratique et d'aller, via un cas pratique, examiner les différentes étapes d'une enquête forensique. Donc ici, je l'ai appelé enquête interne. Donc, ça part de quoi? Ça part d'une allégation. Vous avez une alerte, un signalement, peu importe, en interne, en externe. Et vous vous dites, il va falloir que je traite ce cas pour apporter une réponse. Et notamment avec Sapin 2, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus d'enquêtes internes, puisque justement, dans le cadre de l'article 17 de Sapin 2, on vous demande, lorsqu'il y a une alerte, de la traiter, et puis d'aller éventuellement sur un problématique de régime disciplinaire. Ce qui veut dire régime disciplinaire, ça veut dire qu'il faut avoir une réponse par rapport à la question qui est posée dans l'allégation. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller, au travers d'un traitement d'un cas, discuter de différents points d'étape, achoppements et autres sujets, sachant qu'en fait, moi je fais ce métier depuis, on va dire, plus de 15 ans, que j'en découvre tous les jours. J'interviens à la fois dans des enquêtes internes, mais aussi en mise en place de systèmes de compliance, parce qu'évidemment, quand vous voyez ce qui a dysfonctionné, vous êtes d'autant plus à même de conseiller sur la mise en place de choses qui fonctionnent. Et on reste très modeste, parce que effectivement, on parlait tout à l'heure, tu as donné des noms. Moi, je trouve que l'humain est très inventif. Et donc, on reste très modeste parce qu'on en découvre toujours. Alors, ici, ça n'est pas les manipulateurs, c'est le groupe fictif. Donc, c'est un groupe français, donc tout est faux, mais tout est vrai, c'est tiré d'un cas réel. Un beau groupe français qui opère depuis plus de 20 ans à l'international. Il est leader dans son domaine, sa réputation est excellente, etc. Hop là, je vais trop vite. Hop. Et dans le cadre des opérations internationales, il y a un certain nombre de projets qui sont financés par des banques. J'ai mis Banque mondiale, mais n'importe quelle banque. Pourquoi ça? C'est parce que je voulais qu'il y ait une dimension internationale, mais aussi une dimension, une demande d'un tiers, la banque, qui n'est pas un régulateur, qui vous titille pour obtenir une véritable enquête interne. Et après, on parlera des enquêtes internes qui ne sont pas justement sur lesquelles vous n'avez pas la pression d'un tiers, mais qui, à mon avis, devraient être menées de la même manière. Alors, vous êtes le nouveau directeur juridique, vous venez d'arriver dans ce groupe, vous venez d'être nommé, et on vous dit, voilà, on a une JV, je ne sais pas quel pays voulez-vous choisir, on ne va pas choisir la France. L'Inde, non.
On va choisir, je vais compliquer l'Inde. Brésil, si ça vous va. Hein, c'est aussi bien. Bon, Brésil. Il y a une allégation de corruption. Vous avez un partenaire de JV. Cette JV, vous l'avez acheté, allez, on va dire en 2009. Et vous avez quand même un partenaire à 50-50. Et puis, votre partenaire, lui, il est sous investigation des autorités américaines. Et donc, dans ce cadre-là, il a un moniteur et il vous a dénoncé. Et donc, voilà, vous êtes dans cette situation où il y a une allégation de corruption dans laquelle la société, la JV dans laquelle vous avez des parts, aurait commis un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, je dirais que l'objectif aujourd'hui, c'est de voir finalement quelle réaction on a, comment on traite, quand est-ce qu'on appelle son avocat, qu'est-ce qu'on fait en interne, et surtout, on ne laisse pas le pilotage de l'investigation à l'avocat ou au forensic auditeur. On le fait avec eux, on copilote, mais en fait, le message, il est vraiment là. Ça vous va? Donc, je vais revenir un tout petit peu sur une enquête interne des principes, et puis au travers de ce cas, essayer de voir qu'est-ce que vous, directeur juridique, vous faites pour traiter ce cas. Donc déjà, l'enquête interne que vous allez lancer pour comprendre l'allégation, ça a pour objectif d'identifier si dans les comptes de votre JV, vous trouvez des éléments factuels qui sont de nature à démontrer ou pas l'allégation. Donc là, on n'est pas à charge, on est à charge et à décharge. Et ça, c'est extrêmement important. Votre forensic auditeur, il cherche les éléments par rapport à l'allégation, mais à charge ou à décharge. On n'est pas une autorité. On va regarder les différents éléments à notre disposition pour comprendre des éléments de contexte, une chronologie, des faits, des rôles et responsabilités, et les démontrer. Donc la rumeur, ça ne nous intéresse pas. Donc le journalisme, encore moins. On nous a dit que, etc. Ce n'est pas l'objet. Ce que le forensic auditeur va aller chercher, c'est dans les données comptables, dans les données non structurées, vous serez familier avec ce langage si vous l'êtes déjà, donc les emails, ce qu'on trouve dans les disques durs, ce qu'on trouve dans les smartphones, etc. Est-ce que ces éléments apportent des choses factuelles qui puissent éclairer l'allégation qui est portée? Donc, ça n'est pas un audit financier, il n'y a pas d'opinion qui est rendue par le forensic auditeur. En l'occurrence, là, pour notre filiale, notre JV au Brésil, vous ne pourrez pas vous attendre à un rapport de forensic qui dise « mon opinion est la suivante ». Le forensic auditeur n'a pas d'opinion. Ça n'est pas une mission de conseil, donc dans un rapport forensic, vous n'allez pas trouver, nous vous recommandons de mettre en place les procédures de contrôle interne suivantes. Pourquoi? Si vous avez un rapport forensic qui vous donne des recommandations, il conviendrait que ces recommandations soient dans un rapport différencié. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez mettre l'entreprise en danger puisque vous aurez démontré tout ce qu'elle aurait dû mettre en place et qu'elle n'avait pas mis en place. Donc en fait, l'objectif, encore une fois, c'est des faits et ça n'est pas un avis. Donc le forensic auditeur, bien évidemment, quand il va mettre en évidence des faits, il va aussi mettre en évidence des dysfonctionnements. Donc il peut vous faire un rapport de recommandation à part, à votre demande, peut-être dans une lettre de mission complémentaire pour ne pas tout mélanger. Ça n'est pas du journalisme, je n'y reviendrai pas, mais la rumeur, on m'a dit que, etc., c'est en fait la hantise du forensic auditeur, c'est d'être manipulé. Et c'est pour ça qu'il va chercher des faits, il va chercher des emails, il va chercher un certain nombre d'éléments. Et c'est pour ça qu'on m'a dit que ne l'intéresse pas. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne rencontre pas les gens et qu'il n'écoute pas. Mais ça veut dire que ces entretiens qu'il va avoir ont pour objectif de rechercher dans quelles données il peut avoir des éléments de confirmation. Et là, on va être très complémentaire avec un cabinet d'avocats qui pourra faire aussi des entretiens, mais dans un autre cadre. Ça n'est pas une enquête à charge, je l'ai déjà dit, et ça n'est pas une enquête de police. Un forensic auditeur n'a aucun pouvoir de police, et quel que soit le pays. Donc, on doit respecter les lois et réglementations des différents pays dans lesquels on opère. Et donc, ça, c'est une des difficultés du forensic auditeur. Quand vous êtes en Inde, comme vous l'avez mentionné, au Brésil ou ailleurs, ou au Maroc, il y a un problème d'accès à la donnée, il y a un problème de rapatriement de la donnée, il y a un problème d'exploitation de la donnée. Donc, moi, je ne suis pas juriste, je suis expert comptable en tant que forensic auditeur. Je m'adresse à un cabinet d'avocats que mon client a choisi pour que mon client obtienne le conseil du cabinet d'avocats sur la façon de procéder dans ce pays. Bien évidemment,
quand on intervient au Brésil, en Inde, au Venezuela ou ailleurs, on a très souvent un membre de nos équipes, hein, puisqu'on a la même organisation que la France. En France, on est 60 à faire des investigations ou à traiter ces points-là. Mais au Venezuela, au Brésil, on va avoir des correspondants. On vous recommandera bien souvent d'être en contact avec un avocat local pour avoir confirmation des lois et réglementations. Vous avez une question? Oui, excusez-moi, votre filiale au Brésil a ses données dans le cloud. Quelle loi s'applique? Alors moi, je vais vous répondre. Vous devriez prendre un conseil juridique pour répondre à cette question. Je suis votre forensic auditeur. Je vous conseille sur la recherche des faits, mais pas sur le positionnement stratégique et juridique. Et je me garderai de le faire. En revanche, si vous voulez savoir dans ce pays comment nous avons procédé dans d'autres cas, on pourra vous donner des exemples. Mais vous devriez prendre un conseil juridique. Maître, j'ai une question. Elle est vraie, la question, hein. Ça va dépendre effectivement du droit local, et donc si les données sont situées au Brésil, c'est le droit brésilien qui va pouvoir s'appliquer. Il va falloir surtout faire attention à savoir d'un point de vue tactique où mettre le serveur, parce que le Brésil justement procède beaucoup par downgrade, et donc du coup ils vont aller le récupérer, le serveur. Donc il peut être intéressant de le sortir de la filiale et de le mettre dans une entreprise tierce où l'entreprise ne va pas forcément avoir accès, parce que sinon on se retrouve après son downgrade à n'avoir plus aucune donnée. Après, par rapport à l'application des règles de conflits, enfin des conflits de règles internationales sur le cloud, je pense qu'on pourra en rediscuter si tu veux par la suite. Ouais. Je n'aurai pas forcément la réponse là tout de suite. Mais ouais, en tout cas, il faut, je pense, si on est dans un pays où il y a des downgrades, en tout cas réfléchir à où est situé son serveur pour éviter justement la saisie. Et par ailleurs, je voudrais juste venir sur une chose. Il y a donc le problème de droit, mais là, en l'occurrence, dans notre cas, ce que vous voulez avant tout, c'est accéder à la donnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voulez savoir si l'allégation contre vous est fondée. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Bien sûr, il faut être en conformité aux lois et réglementations, mais ce que vous cherchez là, c'est la recherche des éléments qui, à charge ou à décharge, par rapport au sujet. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous... Et donc, c'est une manière de vous défendre en ayant, je dirais, cette recherche-là. Donc, l'avocat vous dira comment faire, mais en l'occurrence, dans notre cas, on veut travailler sur ces éléments. Donc, je vous propose d'avancer. Pardon. Oui, là, je voulais faire un petit partage d'expérience actuelle. L'ANSSI, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, qui est la reconversion en guerre économique des anciens services du chiffre de l'armée française, et une spécificité française, est très très sensible actuellement à ce transfert de données sensibles sur le cloud, sur des sites à l'étranger, sur la notion très précise de la sensibilité ou non de ces données et des personnes qui ont accès à l'endroit où les serveurs se trouvent et quel type d'accès. Est-ce qu'ils peuvent uniquement consulter ou manipuler? Bon, actuellement, il y a beaucoup de demandes de l'ANSSI aux entreprises sur ce sujet. Et l'on sait que les investigations peuvent être un moment dans lequel... Quand vous êtes notamment sous investigation d'un régulateur étranger, on peut très bien avoir une recherche d'informations par le régulateur. Et donc c'est pour ça notamment qu'avec Sapin 2, je pense que la France veut reprendre la main sur un certain nombre d'éléments d'investigation pour éviter que je dirais, des informations à caractère commercial fuitent ailleurs. Donc voilà. Et quand vous choisissez, j'en reviens là-dessus, quand vous choisissez un forensic auditeur, demandez-lui dans quel pays et dans quel serveur il stocke ses données. Parce que moi, je suis d'un cabinet EY qui peut avoir une consonance américaine, mais sachez que le serveur que nous utilisons lorsque nous sommes en investigation est logé dans la tour dans laquelle nous sommes, est un serveur français accessible par personne, sauf des membres de l'équipe. Parce que nous sommes paranoïaques, dans le cas d'investigation, justement, sur le fait que d'autres
pourrait souhaiter y accéder. Donc, il y a le cabinet auquel vous faites appel, mais posez la question, où sont stockées les données qui vont servir à l'investigation ? Et je vous engage à vraiment poser cette question. Et ça va être la même chose également pour les cabinets d'avocats, hein, sur le serveur qu'ils utilisent, qu'il faudra généralement localiser en Europe, comme le forensique, effectivement, où on préfère que ce soit localisé en France pour toutes sortes de considérations. Donc, nous, par exemple, on fait extrêmement attention là-dessus et depuis plus de 10 ans. Mais là, on est dans un cas, on est à l'international. Donc, on a, je reviens toujours sur mon cas, hein, je sais que vous avez énormément de questions. On a un cas donc au Brésil. Il y a des données dont on aura localisé ici sur le cloud ou pas. En l'occurrence, on veut y accéder, donc on a obtenu l'accord de l'avocat sur la manière d'y accéder. On va décider si l'investigation elle est mandatée directement par l'entreprise ou par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats, si le privilège peut être utile. Donc moi, quand je commence une investigation, notamment à l'international, je dis toujours, je ne suis pas avocate, je vous recommande d'appeler votre conseil pour voir comment nous organisons les modalités de contractualisation du forensique. Parce que le privilège, souvent, en fait, ne marche pas. Il y a des cas dans lesquels l'entreprise veut montrer sa coopération et sa transparence, et alors, elle va décider, le cas échéant, de contracter directement avec son forensic auditeur. Donc, attention, les deux sont possibles. Il y a des cas dans lesquels l'un doit être privilégié par rapport à l'autre. Je pense que sur des investigations internationales, donc là, qui sont importantes, parce que là, imaginons, vous avez vos projets financiers à l'international, si vous perdez l'accréditation Banque mondiale, c'est dramatique. Donc, que voulez-vous privilégier ? La coopération, la transparence ou le privilège. Voilà, il y a des arbitrages à faire. Sachant que coopérer ne signifie pas forcément lever le privilège. On peut tout à fait coopérer sans lever le privilège. Et il y a des cas, justement, qui sont très connus, que je ne vais pas citer, mais sur lesquels on n'a pas levé le privilège. Voilà. Donc, je dirais que ça doit nécessiter, sur des cas un peu significatifs, une analyse préalable et appropriée sur laquelle je ne reviendrai pas. Je voudrais juste faire une différence entre un audit interne et une enquête interne, où moi je dis souvent investigation, mais c'est parce que le mot américain, c'est investigation. Donc, l'audit interne que vous connaissez, et votre département d'audit interne, il fait un certain nombre d'audits. Souvent, je dirais qu'il va procéder avec un certain nombre de méthodes, échantillonnage, il va avoir une approche par les risques. Un forensic auditeur, il ne procède pas par les risques. Il a une allégation, il regarde l'allégation et il regarde quelles sont les procédures que l'on pourrait mettre en œuvre pour vérifier ou pas qu'il y a des éléments factuels en sous-jacent de cette allégation. Et donc, on n'a pas du tout une approche par sondage, on va avoir une approche la plus exhaustive possible, même si, bien évidemment, on fait des filtres, on a un système d'entonnoir, etc. dans l'approche. Mais donc, entre un audit interne, et quand vous avez des auditeurs internes d'entreprise qui ne sont pas forcément formés aux techniques d'investigation, attention, ils n'ont pas forcément les mêmes méthodes. Assurez-vous qu'ils ont bien les mêmes méthodes, les moyens, que celles qu'ont un forensic auditeur. Parce que dans le cas d'une investigation internationale, un forensic auditeur, tous les forensic auditeurs utilisent les mêmes méthodes. Donc il conviendrait, quand vous êtes dans le cas que je présentais tout à l'heure, de montrer que le forensic audit que vous avez mandaté, il est indépendant et il a mis en œuvre les diligences approfondies et appropriées à la question. Un des gros sujets que l'on va regarder dans l'enquête interne, je vais essayer de vous les résumer ici, c'est l'indépendance. Est-ce que vous le faites en interne et auquel cas est-ce qu'on pourrait dire que l'audit interne est assujetti à la direction générale et que donc son enquête n'est pas objective? C'est une question, il y a des cas où il n'y a pas de problème, il y a des cas où la question peut être posée. Et c'est une des raisons pour lesquelles souvent le forensic auditeur est appelé. Soit parce que le problème est à l'international et que donc il faut cette indépendance en tout cas qui soit démontrée, soit parce qu'on touche à des niveaux de management dans l'entreprise qui sont tels que c'est difficile pour l'audit interne de faire ça. Ça peut être aussi parce que, je dirais en interne, on a des difficultés sur la neutralité, parce que la personne pourrait trop bien connaître et donc s'être en difficulté
par rapport au sujet, où on pourrait laisser penser que, donc ça se rapproche de l'indépendance. Mais en tout état de cause, dans les principes, moi, ce que je mettrais, c'est qu'il faut qu'il y ait un mandat pour l'investigation. C'est-à-dire qu'on a une allégation, on prédéfinit un certain nombre de procédures, on prédéfinit, et derrière, on demande au forensic auditeur, en collaboration avec le cabinet juridique, de faire un certain nombre de procédures. Celles-ci, on le verra, elles évolueront au cours du temps, mais on a véritablement quelque chose de demandé, de clair, un mandat qui sort de l'ordinaire. Alors, je ne saurais insister sur la conformité avec les lois et les réglementations. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'il y a un aspect très juridique. La confidentialité majeure. Ça veut dire que moi je vous engage à écrire une charte d'investigation. Pourquoi ? Parce que ce soit celui qui mène l'investigation ou le recours à expert que vous faites, par exemple, vous avez besoin d'un ingénieur en interne qui est le seul sachant sur un sujet. Il faut qu'il comprenne qu'est-ce que c'est qu'une investigation. Il faut qu'il comprenne la confidentialité à laquelle il est tenu, tant vis-à-vis du whistleblower, mais aussi vis-à-vis de la réputation des personnes qui pourraient être incriminées par l'allégation. Parce qu'on peut jeter en pâture comme ça la réputation d'un certain nombre de dirigeants en 2 minutes. Donc, je dirais que le traitement de la confidentialité dans l'investigation est un point majeur. On y reviendra si vous voulez. Et puis, un point clé aussi, c'est la proportionnalité. La proportionnalité est importante, pas seulement en droit, mais aussi on est à charge et à décharge. On ne va pas monter des moyens démesurés pour démontrer un truc tout petit. Parce que là, on serait plutôt sur la manipulation qui est, je vous dis, la hantise du forensic auditor. Voilà, donc quelques principes. Alors, le réflexe, quand on a le cas que je décrivais tout à l'heure, la sauvegarde des actifs. Donc très souvent, on a une alerte du type de celle que je décrivais qui peut avoir un impact sur la pérennité de l'entreprise. On se précipite et on dit « Ah ben tiens, on va au Brésil demain ». Ou alors on convoque les gens directement pour qu'ils s'expliquent. Franchement, un forensic auditor, il va vous recommander le contraire. Il va vous dire, analyser, que peut-on regarder, que peut-on vérifier, quelles sont les données qu'on peut sauvegarder. Et donc, identifier les différents actifs, IT, données, serveurs, PC, etc., de la personne ou les personnes, pour pouvoir, lorsqu'on sera sur site, procéder à une copie de ces éléments. Là, actuellement, j'ai un cas. Et en fait, on est en train d'organiser donc une investigation dans ce pays. On a commencé à travailler sur quelles pourraient être les personnes desquelles il conviendrait de prendre une copie des PC. Sachez qu'on peut aussi de plus en plus accéder au smartphone pour autant qu'il appartient à l'entreprise ou que la ligne téléphonique est payée par l'entreprise. Donc il y a énormément de choses qu'on a le droit de faire. Il convient bien sûr d'être toujours en conformité avec la loi et donc de le vérifier avant de commencer. Si on ne commence pas bien et qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, moi je trouve que c'est catastrophique. D'abord pour l'image de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas traiter sans intégrité ces sujets-là. Et donc ce respect doit être majeur. Au niveau des individus, il peut y avoir un arbitrage entre la suspension aux accès physiques, aux données ou aux locaux. Arbitrage à faire avec une mise à pied ou avec on continue de faire en attendant que voilà. Moi j'ai un cas aujourd'hui, la personne rentre d'un pays étranger aujourd'hui. Je pense qu'elle va d'abord être entendue en entretien pour obtenir d'elle qu'elle nous explique ce qu'il en est et peut-être juste après être suspendue avec coupure des accès. Parce que si l'opération de corruption continue ou de fraude continue derrière avec un effacement des données, on ne va pas du tout être dans la bonne situation. Donc, perte ou disparition de preuves quand on sait qu'on va faire une investigation, c'est le premier élément sur lequel on va essayer de lutter. Identifier les serveurs, les emails, les disques durs, tout ce que vous voudriez sauvegarder, faire des copies avant de commencer. Donc, on ne se précipite pas, on commence par travailler là-dessus. Alors, souvent dans une enquête, et en l'occurrence sur les projets à l'international de cette entreprise au Brésil, il va y avoir un responsable de l'enquête interne qui va être nommé, et puis un certain nombre de personnes dans l'entreprise qui vont peut-être être mises dans le pilotage de l'investigation. Parce que le compliance officer ou le directeur juridique que vous êtes qui êtes saisi du sujet, il n'a peut-être pas l'intégralité des compétences là-dessus. Donc, il va peut-être vouloir s'entourer de quelqu'un des RH, de quelqu'un des systèmes d'information, que ces personnes-là sachent tout ou pas.
C'est-à-dire que c'est à lui à piloter les demandes d'information qu'il va avoir auprès des SI, sans pour autant que les SI soient dans le comité de pilotage. Donc là, il faut faire très attention à l'information que l'on partage ou que l'on ne partage pas. On peut demander au SI comment ça fonctionne, est-ce que c'est dans le cloud, est-ce que c'est dans tel pays ou pas, mais pour autant, voilà. Donc, il y a des gens qui font partie de l'équipe centrale d'investigation, il y en a d'autres qui sont appelés en tant qu'experts, qui peuvent donner un coup de main spécifique parce qu'ils ont des compétences en RH. Pourquoi externaliser tout ou partie? L'indépendance, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi les problématiques de langue. Quand vous êtes en Chine, vous n'avez peut-être pas forcément les ressources en interne pour mener ce genre d'enquête. Il y a aussi des problématiques d'outils. On va le voir tout à l'heure, je vais passer en revue certains outils que l'entreprise n'a pas forcément en interne. Il y a aussi une expertise dans certains domaines. Moi, je travaille dans le domaine de la fraude et de la corruption. Si vous me demandez de travailler sur des sujets harcèlement, je vous dirai je ne sais pas faire. Donc, il y a aussi des domaines particuliers dans lesquels vous pouvez avoir besoin d'externaliser. Donc, à qui et là, je vous propose d'aller... On a déjà pas mal parlé du rôle de l'avocat et du rôle du forensic auditeur. On voit bien qu'ils se complètent. On voit bien qu'ils n'ont pas le même rôle. Mais l'entreprise, il faut qu'elle garde un pilotage de l'investigation, une overview de l'investigation, même si elle travaille avec son avocat et son forensic auditeur. Alors, pour qu'elle sache ce que le forensic auditeur va chercher. Donc, l'auditeur, le forensic auditeur, il a travaillé avec vous pour préanalyser le cas. Il a identifié quelles seraient les données à collecter, quelles seraient les données à analyser et comment faire. Et donc, il va travailler au regard de ces 4 éléments. Il va collecter des documents au sens large, documents et données. Il va les analyser. Il va éventuellement faire des interviews sur place, mais des interviews qui ont pour objectif de comprendre comment les choses fonctionnent. On n'est pas dans des interviews confrontationnelles. On est vraiment... J'ai une allégation, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. C'est à charge et à décharge. Donc je vais demander, écoutez, là, en l'occurrence, là, vous êtes accusé par votre partenaire de JV d'avoir financé un contrat, financé par de la corruption pour gagner ce contrat. Comment va-t-on faire? On va aller chercher dans les données de l'entreprise s'il y a des enregistrements comptables qui pourraient cacher des faits de corruption à l'époque où le contrat a été gagné, ou peut-être préalablement. Dans ce cas-là, on peut regarder dans certains comptes. On peut regarder aussi qui aurait pu autoriser cela et donc avoir les boîtes email, etc. de ces personnes-là. Et donc, on voit bien se dessiner une approche d'investigation avec qu'est-ce qu'on va regarder comme nature de données, les données des ERP, les données comptables et financières, mais aussi les données non structurées, des emails, etc. On va collecter ces documents, commencer à les analyser, comprendre le fonctionnement sur le terrain qui conduit notamment à engager une dépense, parce que quand vous payez quelqu'un, il faut sortir l'argent. Donc on peut le sortir par plusieurs moyens. Soit on a une surfacturation, soit on a une facturation bidon, soit on fait une caisse noire, enfin il y a plein de façons de le faire. Et donc ce que va chercher le forensic auditeur, c'est les moyens au cas, par exemple, que je prenais tout à l'heure, de voir comment l'argent aurait pu sortir pour obtenir ce paiement de corruption. Donc on va beaucoup travailler sur la traçabilité de flux comptables. Parce que ce qu'on va chercher derrière, c'est est-ce qu'on a des éléments qui démontreraient ou pas. Vous avez des questions là-dessus ou... Ok. Donc, interview pour nous aider, reporting au comité de pilotage de l'entreprise. Et puis ça, en fait, ce n'est pas un cycle... Au début, on a prédéfini un scope d'investigation, mais au fur et à mesure de ce que l'on trouve, celui-ci va évoluer. Et on ne peut pas présumer dès le départ de ce que l'on va trouver. Donc, il faut savoir que quand vous dites à un investigateur comme moi, votre budget, c'est tant, et ça ne sera pas un copec de plus, un investigateur comme moi, il ne peut pas vous dire oui. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que je veux trouver. Et fonction de ce que je vais trouver, on pourra discuter de l'opportunité d'approfondir sur quelque chose ou au contraire, de fermer des portes. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, dans notre cas de corruption à l'international, on a identifié, mettons, que 4 personnes auraient pu autoriser ces paiements. On regarde les emails, on regarde les flux financiers, on s'aperçoit qu'il y en a un seul qui a l'autorisation de signer les chèques pour décaissement. Mais on va peut-être se concentrer sur lui. On va peut-être, du coup, mettre de côté des personnes qui ne seraient pas directement impliquées. Et donc, on va essayer d'avoir une approche, je dirais en toile d'araignée,
mais pour essayer d'aller à l'essentiel le plus rapidement possible. Mais si demain vous me dites vous avez atteint votre budget, vous arrêtez, je pense que là on a un vrai problème. Donc ne dites pas mon forensic auditeur il ne veut pas me donner de budget, mais voyez avec lui comment il peut procéder et au fil du temps remettre à jour le plan d'investigation et les diligences à effectuer. Et si le client vous dit qu'il arrête parce qu'il ne veut pas vous donner de budget complémentaire, vous n'écrivez pas en réponse, j'imagine? Ben, on fait un rapport sur ce qu'on a vu et on met en évidence ce qu'on n'a pas vu. Et c'est là que le forensic auditor, il met en évidence ce qu'il a fait comme diligence et les résultats qu'il en tire en termes de faits, et il met en évidence ce qu'il n'a pas fait. Il met en évidence ce qu'il n'a pas fait. Okay. Alors, il peut le mettre en creux, mais parce qu'il ne va pas vous dire « j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça », sauf si le truc qu'il n'a pas fait est tellement structurant que n'importe qui le verrait. C'est-à-dire, vous avez 4 ordinateurs, que la personne a 4 ordinateurs et c'est elle qui est suspectée, vous n'en faites copie que d'un seul, il va vous le marquer qu'il en manque un. D'accord? Parce que soit c'est très important, c'est très structurant dans l'analyse. En revanche, il va être très « voilà les procédures que j'ai faites », voilà les résultats. Donc, par exemple, quand il regarde les emails, il va vous mettre les mots-clés qu'il a utilisés. Et il va vous dire combien il en a vu. Et voilà les résultats qu'il a obtenus. Donc, ça veut dire que quand moi, je regarde le rapport d'un forensic auditor, je cherche ce qu'il y a dedans et je cherche aussi ce qu'il n'y a pas dedans. Et quand un régulateur regarde, c'est ça qu'il cherche. C'est qu'il cherche ce que vous n'avez pas regardé et est-ce que ça pourrait vouloir dire que le forensic auditor a été bridé. Et donc, c'est là que le champ d'investigation de l'investigateur est clé. Parce que si vous démontrez, enfin, si dans le rapport, on voit que l'investigateur a été complètement bridé, on ne pourra plus parler de coopération. Hein. Du coup, de forensic. Exactement. Exactement. Alors, donc, redéfinir au fil du temps le périmètre en fonction des premiers constats. Donc, vous avez des choses itératives, effectivement, mais vous fermez des portes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne trouve rien que le forensic auditor n'a pas bien travaillé. Ça veut dire qu'une hypothèse de risque que vous aviez, elle est fermée. Vous n'avez rien trouvé là-dessus. Tant mieux. Donc, mais moi, j'entends des gens me dire on a fait venir le forensic, il n'y a rien trouvé. Ben, tant mieux. Tant mieux pour autant qu'il ait fait des procédures suffisantes. Et c'est sur la suffisance des procédures qu'il faut vraiment être alerté. Alors, je passe vite parce que technique d'enquête, je vais aller très vite. Il y a les interviews qui ne sont pas des interviews confrontatives. Là, on a pour objectif de comprendre le fonctionnement d'un processus pour nous dire où chercher des données, où chercher des éléments. Donc, quand on nous décrit le fonctionnement d'un processus d'approbation de paiement, on cherche à voir comment il fonctionne, est-ce qu'il y a des exceptions, comment on documente, etc. Et donc, souvent, on fait ce qu'on appelle en comptabilité un test de cheminement qui permet de documenter de la commande jusqu'au paiement quels sont les éléments clés et quels sont les éléments de signature que l'on voit. Pourquoi? Parce qu'après, quand on aura la signature sur le document, on pourra dire tel paiement corruptif, on ne traduira jamais le corruptif, ça c'est l'avocat qui le dira, mais tel paiement a été autorisé par telle personne, tel jour, à telle heure. C'est pour ça que ces entretiens-là sont vraiment à différencier avec des interviews confrontatives. Hein, on est vraiment sur des pistes d'audit, l'identification d'éléments au sein de l'entreprise pour arriver à une décision. Décision de paiement, décision d'engagement de dépenses. Donc par exemple, vous avez des comités d'engagement, etc. On cherche à comprendre ce qui s'est passé. Donc là, il y a des erreurs à ne pas commettre, effectivement. Ça se planifie énormément, ces entretiens, puisqu'en fait, on sait ce qu'on cherche. On cherche comment fonctionne un processus, comment c'est organisé, qui autorise quoi, etc. Donc en général, on lit les procédures avant, on travaille en chambre avant. Les background checks, vous connaissez tous, c'est la recherche d'informations publiques sur la personne concernée, l'entreprise concernée. Donc là, évidemment, dans le cas que je prenais, les allégations de corruption, on a une idée de la personne qui aurait pu recevoir. C'est une personne publique, c'est un government officials. Et donc, effectivement, on va faire une recherche pour voir quelle était la position de cette personne à cette époque. On va aussi pouvoir faire des background checks sur les personnes de l'entreprise qui auraient pu être en interaction avec cette personne pour gagner le contrat.
nous, alors il y a plusieurs niveaux de background check, vous savez, qui existent. Il y a le niveau 1, c'est tout ce qui est sur les données publiques. Niveau 2, on peut aller plus loin, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais sachez que quand on veut aller vite, il faut les bons identifiants d'entreprise. Il y a beaucoup d'homonymie, donc des numéros sirènes, quel que soit le pays, c'est clé, pour éviter de chercher avec des fausses pistes. Donc là, je vous ai mis quelques nombres de recommandations. Attention aux alphabets. Il y a plusieurs orthographes quand l'origine les alphabets originaux ne sont pas les mêmes, etc. Attention, effectivement, il y a des pays dans lesquels on a des accès à certaines informations et pas d'autres. Bon, toujours rester en conformité avec les lois et réglementations. Alors, maintenant, je vais partir sur l'analyse de données. Donc, vous avez fait les background checks sur les personnes de l'entreprise, les personnes qui pourraient être chez le tiers avec lequel l'argent aurait pu aller, etc. Enfin, le client qui aurait pu bénéficier de cela. Vous avez donc identifié aussi dans la comptabilité un certain nombre de données clés que vous voulez regarder. Et donc là, maintenant, on procède de la manière suivante. On va faire en général une copie de ces données. Et notamment quand on a un process de paiement, on va pouvoir identifier, maintenant vous avez SAP, vous avez Oracle, et donc on va chercher les signatures, les dates, tous les éléments de traçabilité de l'information comptable et financière, et pas que comptable et financière, parce qu'on peut commencer dès l'engagement de dépenses, tout ce que vos données des ERP contiennent pour pouvoir comprendre comment l'argent est sorti, comment ça s'était organisé, et qui a pris la responsabilité de quoi. Donc ça, c'est redoutable. Et un régulateur étranger, il fait ça aussi. C'est-à-dire que là, je dirais que vous avez une traçabilité de vos flux financiers et on va chercher à voir justement dans ces flux, qu'est-ce qu'ils nous disent. Et si quelqu'un nous dit « j'ai pas autorisé le paiement » mais qu'on voit sa signature électronique, il faudra discuter. Soit quelqu'un a usurpé sa signature électronique, soit c'est lui qui l'a mise. Mais si c'est le cas sur 50 opérations, il aura du mal à dire « j'ai fait une erreur une fois », puisqu'il l'a fait 50. Donc ça, c'est redoutable, et c'est ce que les régulateurs étrangers utilisent. Sachez que l'analyse de données, ce n'est pas qu'un flux en cherchant les signatures, c'est aussi des choses beaucoup plus complexes qui peuvent effectivement permettre de connecter des bases de données différentes entre elles pour retracer des chronologies de faits, des chronologies de décisions, etc. Donc c'est assez redoutable et nous l'utilisons énormément. Il y a des plateformes spécifiques là-dessus. C'est un des outils majeurs en forensique sur lequel nous avons effectivement tous beaucoup investi. Et sachez qu'en entreprise, certains ont des moyens identiques, mais il faut collecter l'info, l'organiser, la traiter, etc. C'est assez complexe. Et souvent, on a des logiciels qui mêlent de l'information structurée qui viennent des logiciels et de l'information non structurée qui viennent des emails, des smartphones et autres. Pourquoi ? Parce que effectivement, si vous, autrefois, on prenait que la donnée informatique structurée, si vous rajoutez à ça l'agenda de la personne, les emails qu'il a envoyés à telle date, etc., vous comprenez que au-delà de l'autorisation de paiement que vous trouvez dans les systèmes informatiques, vous pourrez remettre des éléments contextuels, vous pourrez remettre qui était en copie de quoi, qui a présenté quoi à tel comité de direction, etc. Et donc, on va mélanger ces éléments de données structurées et non structurées. Donc, email, smartphone aussi, iPad, tout ça peut être possible sous réserve de la réglementation applicable. Donc, juste pour aller sur le pléotage, sur lequel je voulais revenir, vous avez un élément clé, c'est qu'il ne faut pas que l'entreprise, j'ai 3 minutes, perde la main sur l'investigation. L'investigateur et votre cabinet d'avocat aussi, il a besoin que l'entreprise soit au courant de ce qu'on fait, de ce sur quoi on s'arrête, les portes à fermer, et de ce sur quoi on continue. Pas que pour des problèmes de budget, mais pour des problèmes de stratégie, pour des problèmes d'exposition. Parce qu'en fait, on peut très bien découvrir un cas qui pourrait se produire dans d'autres pays. Et donc, il faudra que l'entreprise, tout de suite, et le cas que je citais tout à l'heure, en fait, l'allégation, elle porte sur un contrat. Mais la question à laquelle moi, on m'a demandé de répondre, c'est y a-t-il un fait de corruption ou potentiel de corruption, ou qui pourrait être qualifié d'eux sur un contrat, sur tous les contrats de cette zone,
voire sur l'ensemble des pays qui ont le même directeur commercial. Et donc, on va passer d'un cas qui est un cas précis sur un contrat à ce problème peut-être être systémique, systématique. Comment défendre l'entreprise par rapport à ce sujet? Donc, ce pilotage, il faut absolument que vous le gardiez. Il faut déterminer un protocole de communication avec vos forensic auditeurs, vos avocats, mais aussi en interne, pour que l'information confidentielle sur ce que vous pourriez trouver ou pas ne soit pas, je dirais, envoyée à tout le monde. Et moi, je vois des comités dans lesquels sont présentées des informations que, personnellement, je jugerais extrêmement confidentielles. Il s'avère que dans certains rapports que nous émettons, en filigrane, vous avez le numéro des rapports. Pourquoi? Parce que si l'information fuite, on veut savoir de quelle origine il fuite. On parle de choses, si vous voulez, qui pourraient menacer la pérennité de l'entreprise, faire qu'elle va être attaquée par les autorités de régulation américaines ou autres. Donc, extrêmement prudent sur les rapports d'investigation. Vous verrez que les forensiques comme moi sont très frileux sur la communication de leurs rapports, mais ce n'est pas que parce qu'on a peur pour notre responsabilité, c'est aussi parce que l'entreprise doit maîtriser la communication sur les anomalies ou pas qui pourraient être communiquées dedans. Alors, dernier élément, je ne saurais insister trop sur le stop and go. Feu rouge, feu vert sur les différentes phases de l'investigation. Ne pas manipuler son forensic auditeur. Accepter qu'il ait une indépendance et qu'il vous dise non. Et moi, personnellement, j'ai un certain nombre de clients, je leur dis non, je ne veux pas faire ça. Vous devriez faire ceci. Attention, et je l'écris dans un email séparé, pas dans le rapport évidemment, mais je l'écris parce que je considère qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Reporting, un rapport, eh bien, il n'y a rien de corruptif, de frauduleux, de ci, de ça. Il y a uniquement les éléments factuels, des chronologies, des diligences effectuées, des résultats. Remédiation, on a rapidement évoqué tout à l'heure. Donc le forensic auditor, si vous voulez, il va remettre un rapport qui va rentrer dans la stratégie de l'entreprise pour se défendre. Et donc c'est pour ça qu'il va rester totalement neutre. Et c'est à l'avocat et à l'entreprise à décider de la façon dont ils vont l'utiliser pour se défendre. Bien évidemment, aux côtés de cela, il y a des éléments de remédiation à prendre en compte, que ce soit un régime disciplinaire pour la personne, en l'occurrence le cas que je vous mentionnais, on a découvert que c'est le directeur financier de ce pays qui avait organisé cela, avec l'accord du directeur général. Bien évidemment, les deux ont été mis à pied, mais au-delà de ça, il faut répondre à la Banque mondiale et aux autres banques. C'est-à-dire que notre rapport, sous un format résumé, pourrait être amené à être communiqué aux banques. Attention à ne pas communiquer des drafts. Et nous vous recommandons de ne jamais communiquer de draft. Parce que le draft, il est évidemment pas complet sur les résultats des procédures. Et donc, précipitation et rapidité, ce n'est pas du tout la même chose. Je pense que votre forensic auditor, votre avocat, il est conscient que vous avez des délais, mais gagnez plutôt une semaine ou 15 jours par rapport aux demandes que vous avez pour être sûr de répondre dans l'intégralité et de répondre avec pertinence. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai essayé d'être rapide, mais il y a pas mal de sujets. Je ne sais pas si j'ai donné un bon aperçu du... Sur la problématique de Banque mondiale, la banque va faire un audit elle-même et elle va demander tout. Alors la banque, en l'occurrence, elle a demandé à l'entreprise de faire sa propre enquête interne. En fait, elle a contacté donc l'entreprise et l'entreprise a fait son enquête interne et on a présenté notre rapport, par le biais de l'avocat à la banque, et on espère que ça va suffire. Voilà. Et en l'occurrence, là, vu que le champ d'investigation était assez profond et qu'on a pu démontrer qu'on est allé dans des éléments extrêmement détaillés, on espère qu'elle va se contenter de ça. Parce que justement, le champ était profond. Si on avait fait un truc extrêmement superficiel, elle aurait très bien pu dire ça ne suffira pas. En l'occurrence, elle demande, par exemple, d'aller voir les emails et disques durs d'autres personnes. Donc, elle peut demander aussi des compléments. Mais elle peut demander à l'entreprise de mener son enquête interne pour le faire. Donc, en l'occurrence, là, on a eu des questions complémentaires que l'on va rajouter à notre champ d'investigation. Et c'est quand même beaucoup plus serein pour l'entreprise de poursuivre et d'être maître d'œuvre de l'investigation interne, évidemment en transparence
avec celui auquel va être destiné le rapport in fine, mais vous maîtrisez quand même les découvertes des éléments, etc., etc. Sachant que, bien évidemment, avant de licencier les gens, peut-être que l'entreprise aura intérêt à consulter des tiers pour éviter que, je dirais, il soit considéré que cette mise à pied est trop hâtive et a pour objectif de masquer la réputation, enfin de masquer la responsabilité du management du groupe et pas que de la filiale. Conscient du temps. Donc, est-ce qu'on a encore... alors, on a le temps éventuellement pour 2 autres questions si elles sont courtes et que la réponse est courte. Sinon, c'est une question longue avec une réponse longue. Mais quand je dis long, c'est pas plus d'1 minute. Parce que je dois dire aussi 3 mots de conclusion, puisqu'en fait, on arrive à la fin de ce cycle. Hein. Voilà, donc, question Antoinette? Juste, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur le 4 Eyes Principles? Ah oui. Dans beaucoup de cas, il y a des allégations parce que vous avez des dirigeants, par exemple, qui sont allés tout seuls à un certain nombre de réunions à l'international. Et c'est pour ça que j'ai écrit. C'est qu'on se trouve aujourd'hui dans un monde effectivement très concurrentiel où quand quelqu'un perd un appel d'offres, il ne trouve rien de mieux que de lancer une allégation de corruption pour suspendre l'attribution de l'appel d'offres. Et donc, moi, je recommande maintenant à beaucoup de dirigeants de jamais aller tout seul à un certain nombre de réunions clés. Quel que soit le contexte, même s'ils pensent qu'ils connaissent le client ou le fournisseur ou je ne sais pas quoi, allez-y à 2. Parce que sinon, les allégations que j'ai pu voir contre ce qu'aurait dit un dirigeant me semblent tout à fait regrettables et c'est très difficile de se défendre. J'ai eu un cas, pour tout vous dire, où le dirigeant d'un groupe français a été accusé de tentative de corruption en Inde, par exemple, pour prendre le pays que monsieur préfère. Et comment vous démontrez l'absence de tentative de corruption? C'est très compliqué. Et donc, déjà, s'ils avaient été à 2, ça aurait été bien. Parce qu'ils auraient pu... bon, bah, ils ne sont peut-être pas indépendants tous les deux, mais quand même, c'est plus solide d'y aller à 2. La chose que la personne avait fait de bien, le dirigeant avait fait de bien, c'est qu'il avait fait un compte-rendu. Et dans ce compte-rendu, il avait expliqué comment la discussion avait mal tourné avec son futur client. Et donc, on avait des éléments d'indication. Il faut savoir qu'on a regardé les emails et disques durs de tous les dirigeants français de cette entité-là, sur leur propre demande, hein, parce qu'ils voulaient justement être volontaires pour démontrer que ça n'avait pas eu lieu et qu'en fait, ils étaient accusés à tort. C'est extrêmement difficile de démontrer l'absence de tentative. Et donc, moi, j'aime beaucoup le cas 4 Eyes, c'est qu'il y a un certain nombre de cas, ne nous exposons pas en tant que dirigeant, en tant que directeur juridique, n'y allez pas seul. Allez-y à 2. Donc c'est un conseil qui n'a rien à voir avec du forensique, mais que je trouve très important dans un monde dangereux. Alors, est-ce qu'il y a encore une question brûlante? N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Alors, sinon, on va... Oui, il y a une question brûlante. Merci, parce que sinon... Souvent dans des investigations, on est confronté lors d'un entretien qui devait être neutre et à des situations où le rôle de forensique n'est plus adapté. Voilà. Et donc, quels sont les... est-ce que vous pourriez dire un petit peu plus les cas ou les précautions à tenir qui contactaient comment sortir de cette impasse? Forensique ou pas d'ailleurs, parce qu'audit interne aussi. Moi, j'ai eu un cas où l'audit interne avait eu un certain nombre de choses et il avait demandé à rencontrer la personne vers lesquelles pointait un certain nombre d'anomalies, juste pour la rencontrer et lui poser des questions. Sur ce, elle s'est mise en arrêt maladie et a tenté une plainte pour harcèlement. Donc, effectivement, c'est compliqué. Je pense que là, c'est aussi la confiance que vous avez dans le forensic auditeur et l'expérience qu'il a. Il peut considérer qu'il va suspendre un entretien parce que ça prend une tournure sur laquelle il n'a pas le mandat, notamment. Et donc, il va dire, bon, bah, écoutez, on a fait le tour aujourd'hui, est-ce que je peux vous revoir demain? Notamment, moi, il m'est arrivé
dans un entretien sur une investigation sur un sujet, qu'on me remonte des éléments absolument affreux sur d'autres sujets. Voilà, donc on a discuté des éléments et je voulais obtenir des informations et des documents sur un des sujets. J'en ai référé à mon client sur la suite à donner sur les autres sujets. Mais j'ai préféré, en l'occurrence, non pas interrompre, mais séparer les deux, finir sur ce sur quoi j'étais mandatée et décider de la suite à donner pour le reste, en collaboration avec, en coordination avec l'entreprise. Attention à ne pas se faire embarquer. Il y a aussi des cas que moi j'ai eus, c'est des whistleblowers, notamment à l'international. J'étais, on va dire, au Kazakhstan ou en Croatie, etc. Vous avez des pays où, je dirais que dans les pays de l'Est notamment, vous pouvez avoir des gens très marqués par la guerre et qui, je dirais, ont émis des alertes vis-à-vis du groupe et qu'ils pensent que le groupe n'a pas répondu aux alertes et donc ils demandent à vous rencontrer. Et en fait, on a des fois des personnes qui partent un peu dans tous les sens et qu'on a du mal à rassurer. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu un petit peu les pédales aussi. Donc, il faut savoir que dans les cas où on fait un certain nombre d'entretiens, on peut être confronté à des cas extrêmement variés. Et que c'est pour ça que moi, je recommande, nous, quand on est en investigation, on est toujours deux. On n'est jamais tout seul. Les 4 eyes que vous les avez tout à l'heure, nous les appliquons. Et ça me semble clé. Et puis, je dirais, quand on ne sait pas ou que ça va sur un terrain, un forensic auditeur, il ne va pas pousser. Il va plutôt essayer de prendre du recul, quitte à suspendre pour revenir sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est toujours très difficile. Ce facteur humain, je disais, c'est toujours la modestie et le côté humble qu'on doit garder en investigation. C'est qu'effectivement, vous vous trouvez parfois avec des gens qui, a priori, sont peut-être coupables. Vous vous trouvez aussi avec des gens, et donc, qui sont très agressifs. Vous pouvez vous trouver avec des gens qui se mettent à pleurer en pleine réunion parce qu'ils se rendent compte à ce moment-là d'un certain nombre de choses. On a tous ces cas. Et donc, je dirais que c'est l'expérience, c'est, je pense, le facteur humain aussi qui peut aider à gérer le point, quitte à suspendre un certain nombre de choses dans certains contextes. Merci Antoinette. Alors moi je trouve ça tout à fait passionnant, mais j'entends Antoinette assez régulièrement sur ces sujets. Je suis toujours aussi passionné de l'entendre, à vrai dire, hein, puisque je suis collègue chez Antoinette, chez EY, collègue d'Antoinette. Alors, il est temps de conclure. Alors, deux mots sur le forensique, moi juste deux, parce que pour relier encore une fois à la compliance et aux enquêtes, c'est vrai que ce qui est absolument fondamental, c'est les faits, tous les faits, rien que les faits. Et ça, c'est vraiment la matière brute tout à fait fondamentale. Je trouve qu'on a eu trop d'exemples dans le passé, confèrent certaines affaires d'un constructeur automobile, mais pas que, qui ont démontré qu'effectivement, on ne pouvait pas faire une enquête de pied nickelé. Oui. Ouais, juste un truc, oui. Vous n'avez pas de pouvoir de police, donc quand et ça, c'est hyper important. Donc, on ne déborde pas, quoi. Parce que ce dont on parle, c'est quand même de sujets qui peuvent avoir des conséquences très lourdes pour les personnes, d'où il est extrêmement important que les enquêtes soient à la fois approfondies, exhaustives, indépendantes, humaines. C'est-à-dire que le principe d'humanité, qui est un des principes, quand même, les principes essentiels, je trouve là pour le coup les principes de déontologie du barreau sont très, c'est très bien de se les remémorer. Donc le principe d'humanité est un principe, à mon avis, qui a du sens. Donc l'enquête professionnelle, le respect des droits de la défense et intégrité, pour reprendre le terme donc utilisé par Antoinette, ça c'est vraiment vital. Je crois qu'avec la convention judiciaire d'intérêt public, on entendra de plus en plus parler, donc PNF, pardon, sur le sujet. La coopération, effectivement, entre l'avocat et le forensique est fondamentale. Chacun a son rôle. Je crois vraiment que ce n'est pas le métier de l'avocat de faire du forensique, ce n'est pas le métier du forensique de jouer le rôle de l'avocat. Voilà. Et puis le recours à l'analyse de données, donc tu en as parlé et je crois qu'il faudra en reparler de plus en plus. Et bien entendu, et c'est mon dernier mot là-dessus, évidemment, la protection des lanceurs d'alerte, qui est maintenant un sujet qui risque de prendre un certain essor, risque de conduire effectivement à ce type d'enquête qui doivent être le plus professionnelles possible. Moi, j'ai vécu, ça fait 25 ans que je suis en entreprise, j'ai vécu des enquêtes, je dirais,
cost-cutting, non, on fait tout seul nous-mêmes et tout. Franchement, je ne recommande pas. Voilà, c'est tout. Enfin, je ne recommande pas parce que je pense que même à titre personnel, vous pouvez vous retrouver dans des situations que vous pouvez être ensuite amené à ne pas apprécier. Voilà, alors il est temps de conclure et ce sera vraiment en 3 mots, enfin rapide parce que je sais que vous êtes tous pressés, vous avez sans doute des engagements. Donc moi j'ai été absolument ravi d'animer avec Maria que je remercie, Charlotte que je remercie et vous tous que je remercie surtout en fait. Donc ce cycle de formation, c'était le premier. En fait, on va le perpétuer, enfin on va le prolonger. Donc on recommence donc ce cycle-là, à partir du 30 juin, ce sont les séances 1 et 2. On aura d'ailleurs le parquet national financier qui viendra, Éric Russo, qui viendra parler justement de la Convention judiciaire d'intérêt public. On va avoir effectivement beaucoup de news de la part de l'AFA, et je me tourne vers toi parce que je sais qu'à MEDEF, il n'y aurait rien été dit ce matin de particulier que tu peux dire, non ouais. Monsieur Duchesne et des membres de la commission déontologie du MEDEF pour des questions. Je suis partie avant la fin. Mais je pense que l'idée est vraiment d'essayer d'être un appui aux entreprises. Donc je pense que ça, c'est un élément primordial et de compréhension et d'aider pour aller dans un élément de progrès, quoi. Voilà, donc effectivement, comme évidemment c'est un processus à maturation lente, qu'il va y avoir beaucoup d'informations, donc si d'aventure vous voulez revenir, vous êtes absolument les bienvenus, évidemment. On a essayé de changer, enfin de varier un petit peu les sujets et les interlocuteurs, donc on essaiera de faire avec Maria en sorte que le deuxième cycle soit mieux que le premier, si c'est possible, évidemment. Alors, pour vous dire aussi que nous vous informerons, on va voir avec Charlotte, je suis sûr que ça va être possible, sur les futurs événements. On voudrait créer une sorte d'alumni, en quelque sorte, de façon à ce que vous puissiez, si ça vous intéresse évidemment, rester un peu dans un flux d'informations, notamment sur les prochains événements. Comme je l'ai dit, peut-être donc cet événement avec le PNF et l'AFA. Il y a une autre chose, c'est que vous aurez les slides Joseph, pardon, pas Louis, Joseph Vogel, parce que Louis c'est son frère, hein, comme vous le savez probablement. Et puis Antoinette, donc ils vous seront envoyés par email. Hein. On n'a pas eu le temps de les imprimer, mais donc vous les aurez par email. Vous aurez également donc les coordonnées de tous les intervenants, y compris aussi donc Maria, moi-même. Si vous souhaitez nous joindre, on est tout à fait ravis de pouvoir échanger, interagir, échanger des informations. Donc n'hésitez surtout pas, hein, on sera absolument ravis. Et puis, donc, la dernière chose, je voulais également dire, il y a un questionnaire d'évaluation, donc merci de prendre le temps de le remplir. Et en toute fait du fact-finding, hein, n'hésitez pas à dire sincèrement ce qu'on peut faire pour améliorer donc les prochains cycles. Hein. Et la dernière chose, c'est que on voulait juste dire qu'il y a 2 formations en compliance universitaire à notre connaissance. Il y en a un, c'est le DU de Paris 2, donc de Godmet, quel est son prénom, le professeur Godmet, Antoine, voilà, merci, et Emmanuel Brine, donc Antoine Godmet. Donc nous intervenons d'ailleurs, hein, Antoine et moi, mais peut-être d'autres, je ne sais pas, Nicolas, non. Ouais. Ouais, aux États-Unis, déjà à Berkeley, c'est beaucoup plus chic. Donc voilà, c'est un diplôme universitaire qui est assez intéressant. Alors il y en a un autre, Sophie Schiller, donc qui est une professeure que vous connaissez peut-être, donc qui monte un certificat de compliance à Dauphine, hein, Paris Dauphine. Donc voilà, on voulait juste le dire parce que la FJE est donc aussi partenaire. On va également nous intervenir dans ces formations. Et puis je crois que Maria, si tu veux peut-être dire un mot. Non, non. Non, mais je vous remercie parce que je pense qu'on a eu de bons intervenants, mais on a aussi eu de bons participants et des questions qui nous ont permis d'enrichir les présentations. Donc c'était ça qui était le plus important. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.